L'actualité politique de la semaine en France a été marquée par l'annonce de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027. Bien que condamnée en appel, la chef de file du Rassemblement national est de nouveau éligible et participera donc bien à la course à l'Élysée. Une course qui s'annonce déjà semée d'embûches pour tous les candidats, car la campagne ne se jouera pas seulement dans les meetings ou les débats télévisés, elle se fera aussi sur les réseaux sociaux via des vidéos ou des audios parfois entièrement fabriqués par l'intelligence artificielle. Les complotistes, les trolls, les agents étrangers pourront alors s'en donner à cœur joie. Mais pour leur rendre la tâche un peu plus compliquée, le gouvernement prépare un projet de loi. Objectif, tripler les peines contre la diffusion de faux contenus en période électorale. On écoute à ce sujet le Premier ministre Sébastien Lecornu qui s'est exprimé mercredi. Les peines aujourd'hui ne sont pas suffisamment dissuasives. Donc il faut, et je vous proposerai, dans une petite loi là aussi très courte, qui va être adoptée au Conseil des ministres en cette fin du mois de juillet, de multiplier par 3 les peines encourues pour celles et ceux qui commettent justement la production de faux contenus d'information en période électorale, considérant que la période électorale a quelque chose de sacré dans une démocratie, qu'elle mérite une protection particulière avec des outils de dissuasion qui sont particuliers. Alors, est-il encore possible de protéger le débat démocratique ou bien la bataille est-elle déjà perdue? On va en parler avec vous, Nicolas Arpagian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie de Gizo AI, spécialiste en cybersécurité et risques numériques. L'utilisation des réseaux sociaux et la propagation de fausses informations dans une campagne électorale, ça ne date pas d'hier. En revanche, l'intrusion de l'IA dans nos vies, c'est beaucoup plus récent et c'est quelques minutes désormais qui suffisent pour fabriquer une vidéo, un faux communiqué ou une fausse voix. Est-ce que ça change complètement les règles du jeu? Est-ce qu'on peut dire que cette année, le danger est décuplé? Alors certainement, pourquoi? Parce qu'on va avoir des productions de haute qualité, de qualité esthétique, qui vont pouvoir être très convaincantes et surtout jouer sur l'émotion. C'est en général le cas. Pourquoi? Parce qu'en diffusant sur les réseaux sociaux, on bénéficie de la bulle informationnelle, de la communauté de celles et ceux qui vont produire, diffuser, amplifier, viraliser ces informations. Et elles ne passeront pas le filtre de tiers, de professionnels cherchant à les relativiser, les mettre en perspective, même les interroger, les discuter en disant mais par exemple là il y a encore quelques heures je voyais des vidéos qui circulaient de personnes prises à partie par des serveurs sur ce qui semble être les Champs-Élysées et on voit bien qu'on essaye de montrer que Paris est une ville extrêmement dangereuse où les étrangers sont justement en danger dès lors qu'ils circulent et qu'à tout moment ils peuvent se faire agresser. Ce sont des contenus qui ont l'apparence de la vérité. L'œil humain n'est pas capable maintenant de distinguer ce qui est une création synthétique, artificielle. Et donc évidemment, c'est une manière à convaincre les gens ou en tout cas aller dans le sens de leurs a priori. Et donc c'est aujourd'hui plus que jamais l'esprit critique, l'analyse, la réaction à froid, éviter la surémotion qui sont au final des pratiques très humaines et des qualités très humaines qu'il va falloir entreprendre, même si, comme l'a indiqué le Premier ministre, on peut augmenter le quantum de peine. La seule chose, c'est que la furtivité de celles et ceux qui produisent ces actions fait qu'il va être difficile, délicat de les identifier et surtout de les localiser de manière à appliquer les réglementations nouvelles. Est-ce qu'on en a déjà eu un exemple lors des municipales en début d'année? Alors, les municipales, c'est quelque chose qui s'y prête moins bien. Pourquoi? Parce que ce sont des scrutins locaux, avec des circonstances, des personnalités locales, des problématiques très territoriales, très localisées. Donc, c'est pas véritablement le support. Alors, même si pour une ville comme Paris, on a vu des bulles ou j'allais dire des communautés qui, sur X, vont stigmatiser des circonstances, des lieux, de manière, par exemple, concernant la saleté, la violence ou éventuellement des reproches à faire, en l'occurrence, en l'espèce, à la municipalité en place avant les élections. Mais c'est vrai que les scrutins très locaux s'y prêtent moins parce qu'il n'y a pas cette caisse de résonance où les gens peuvent se retrouver dans un message qui correspond davantage à des échéances nationales, comme sont les élections législatives ou évidemment la présidentielle. On l'a entendu, Sébastien Lecornu dit vouloir tripler les peines pour ceux qui diffusent des faux contenus pendant une campagne. Est-ce que cette réponse pénale est suffisante ou bien on est réellement désarmé face à tout ça? Alors, elle est surtout symbolique. Pourquoi? Parce que identifier les personnes, on va automatiser, on va utiliser ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des faux nez. Il y a la possibilité d'automatiser la création, de la faire sous pseudonyme. Et donc, évidemment, le temps de l'investigation sera très décalé du temps de l'information, c'est-à-dire de la capacité à marquer les esprits, influer, espère-t-il, sur les opinions publiques. Et donc, on voit
bien qu'il y a ce décalage-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est important surtout de les détecter. Alors, la France s'est dotée, notamment pour les périodes électorales, d'une structure qui s'appelle Viginum. Le rôle de Viginum, c'est les agressions informationnelles extérieures et donc qui ont vocation à, le plus tôt possible, être documentées. Est-ce qu'il s'agit d'une liberté d'expression? Parce qu'après tout, il faut garder à l'esprit que le droit de critique, le droit de parodie est tout à fait légitime, et donc de l'identifier, faire en sorte ensuite de porter à la connaissance de l'autorité pour dire quelles sont les réactions. Ne rien faire, ça fait partie des options. Est-ce qu'il faut juste riposter par des informations? On a vu que le Quai d'Orsay a ouvert un compte sur X, précisément French Response, la réponse française, pour être peut-être même sur le même ton, d'ailleurs la même tonalité éditoriale que les gens qui procèdent à des dénonciations fictives, des moqueries. Donc ça, c'est un degré supplémentaire de riposte. Après, il peut y avoir l'action politique, diplomatique et éventuellement judiciaire. On voit qu'il y a toute cette granularité-là. Il faut surtout pouvoir les détecter, faire de la pédagogie auprès du grand public. C'est vous, c'est nous, c'est tout un chacun, et de ne pas, en tout cas, se laisser exciter moralement ou en tout cas attiser notre sentiment par quelque chose qui vient spontanément conforter les a priori qu'on pourrait avoir. C'est forcément quelque chose de déstabilisateur quant à la cohésion et à la cohérence de la collectivité nationale. Est-ce que les plateformes, elles ont un rôle à jouer également? Est-ce qu'elles ont aujourd'hui des instructions pour limiter la propagation de fake news? Elles ont évidemment une obligation en tant qu'éditeurs, notamment c'est le droit européen avec un Digital Services Act, un texte qui leur impose déjà de mettre en place des outils de supervision humains et techniques, ensuite qui doivent être documentés régulièrement. Après, la question, c'est comment est-ce que la Commission européenne vérifie que ces moyens humains et techniques sont bien mis en œuvre. On voit bien qu'il y a ce décalage dans la capacité de superviser les ressources. Deuxième chose, effectivement, ils sont responsables. Alors, ils n'ont pas accédé au statut strict d'éditeur, comme c'est le cas sur l'antenne de France 24, où vous êtes responsable dès la première seconde de mise en onde. Ils ont encore un statut globalement d'hébergeur de données. Il n'empêche que leur responsabilité est mise en cause. Mais vous voyez bien que l'avantage est au publicateur, celui qui va publier ces informations. Pourquoi? Parce que la facilité d'accès de ces outils de production, d'éditorialisation, de viralité de ces systèmes fait qu'effectivement, ils auront l'initiative, puisque, rappelons-le, il est souhaitable que la liberté d'expression prédomine et qu'il ne s'agit juste que d'un contrôle a posteriori. Il ne s'agit pas d'entrer dans une logique de déclaration préalable avant une publication et donc de laisser quand même l'initiative de la publication à tout un chacun. Il n'empêche que l'esprit critique, le fait d'éduquer les gens à justement les fonctionnalités que l'IA permet de créer du son, de l'image, de la vie, vraiment des textes, dès lors que l'on montrerait par exemple une personnalité, c'est ce qu'on redoute, une personnalité tenant des propos ou en tout cas ayant une attitude ou étant dans un lieu, dans des circonstances qui la pénaliseraient, de manière à vraiment s'interroger sur la réalité, la sincérité de cette information et donc de ne pas être dans une amplification spontanée et qui est forcément au bénéfice. D'ailleurs, on l'a vu sur des opérations de déstabilisation qui ont été tentées avec ces mains peintes sur les murs à Paris, avec ces cercueils qui ont été déposés. Oui, c'est pas seulement numérique en fait, l'ingérence. L'ingérence peut être à partir d'éléments physiques et c'est les circonstances, en les filmant, des circonstances physiques bien tangibles, bien réelles, qui vont, espèrent-ils, trouver écho sur la toile et de manière à susciter une indignation et effectivement une révolte et une crispation au sein de la communauté nationale. On sent bien que pour une démocratie, la durabilité de sa cohésion, de cette vie paisible en société, est un élément que des États étrangers cherchent à atteindre et à fragiliser. C'était ma question suivante. L'intérêt pour cette campagne présidentielle, elle dépasse largement nos frontières. On parle d'États qui pourraient avoir envie de mener des ingérences en France. C'est forcément des États ou ça peut être des agences spécialisées? Alors, les États peuvent recourir à des agences, à des relais qui vont organiser matériellement et logistiquement cette activité. Il est clair que là, on est peu ou pas dans l'activité strictement crapuleuse. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de retour financier à espérer de la part d'une organisation criminelle qui, elle, va chercher à exploiter
exploiter des données, à faire en sorte d'obtenir des paiements dans d'autres circonstances. Là, on est vraiment dans des commanditaires étatiques qui peuvent utiliser précisément des relais, des agences d'ailleurs de communication qui quelquefois ont pour clients des grands groupes ou des fonctions beaucoup plus commerciales, mais qui vont mettre à disposition leur expertise. Mais il faut partir de l'idée que c'est avant tout de la matière grise, de la compétence, et ce n'est pas tellement une question de ressources financières. On n'est pas dans des capacités d'investissement qui relèvent d'habitude des États par les montants ou par la technicité des outils technologiques. Là, on est dans quelqu'un qui doit comprendre les maniements des outils de production d'images, de vidéos, quelqu'un qui sait s'appuyer sur des galaxies de comptes qui vont ainsi se faire écho l'un l'autre de manière à donner de la résonance à ces publications. Et c'est avant tout de l'anticipation, c'est-à-dire des gens qui ont déjà créé des comptes, des séries de profils sur les réseaux sociaux. On voit par exemple qu'une plateforme professionnelle comme LinkedIn, qui est donc propriété de Microsoft, qui était jusqu'à présent essentiellement coloration professionnelle, trouver un emploi, parler de sa carrière, devient une enceinte politique. Pourquoi ? Pas parce que c'est là où les gens s'expriment, c'est là où les gens parlent, et que évidemment il faut aller dans les cénacles, là où les utilisateurs sont présents. Donc évidemment Facebook a tendance à baisser un peu au regard de la diminution des utilisateurs, parce qu'il y a peu de nouveaux entrants sur cette plateforme. Par contre, évidemment, les boucles de messagerie et les plateformes, par exemple, comme LinkedIn, deviennent des caisses de résonance intéressantes pour ceux qui cherchent justement à bas bruit, à diffuser une information de manière à colorer l'opinion publique et à influencer, souhaite-t-il, la manière de voter de pans importants de la population électorale. Et donc, pour mener la bataille, vous en appelez à la méfiance à l'éducation, de chaque l'esprit citoyen. critique, et surtout l'individu ne doit pas renoncer en tant que personne, citoyen, utilisateur de ces systèmes numériques, précisément parce qu'il est le destinataire, il est la cible, et faisons en sorte qu'il ne soit pas la victime de ces systèmes. Merci beaucoup Nicolas Arpagian d'être venu sur le plateau de France 24 pour la question qui fâche. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal de l'Afrique présenté par Fatima Taouel.